Le 23 novembre 2014, c'était un jour historique. Ce soir-là, la WWE organise la 28e édition de son show Survivor Series et dans le dernier match de la soirée, les enjeux sont immenses. L'équipe de John Cena, le visage de la WWE, fait face à l'équipe de l'Autorité qui depuis des mois fait vivre un enfer à tous les catcheurs du roster. Leurs décisions abusives et leurs pratiques douteuses leur ont permis ce soir de se débarrasser de 80% de leurs adversaires et il ne reste alors plus que Dolph Ziggler pour tenir son équipe en vie. Il sait qu'en cas de défaite, lui et ses associés seront licenciés et même s'il arrive à se débarrasser de deux adversaires, il est maintenant seul contre l'Autorité qui, après avoir mis l'arbitre KO, se défoule sur lui et s'assure une victoire facile. Le visage de la WWE n'est plus là pour lui venir en aide et seul un miracle qui pourrait mener à l'apparition d'une icône peut le sauver. Et justement, dans un moment absolument historique, le visage de la WCW Sting fait ses débuts à la WWE et se débarrasse de Triple H, offrant la victoire à la team John Cena et donc aux fans de la WWE et se débarrassant pour de bon de l'Autorité dans l'entreprise. Enfin, en théorie. Le groupe de Triple H va bien sûr trouver un moyen de faire son retour et Sting devra alors se présenter à nouveau pour tenter de les faire disparaître pour de bon. Il revient en janvier 2015 pour débuter du côté de Raw, le show principal de la WWE, écouter un nouveau match à l'Autorité, ce qui lui permet quelques semaines plus tard de recevoir un défi de taille. Triple H, le leader de l'Autorité et le représentant de la WWE, le défie à un match 1 contre 1 sur une scène qu'il n'a encore jamais connue, WrestleMania. Dans le show le plus important de la WWE au mois d'avril, Sting fait donc son entrée pour la toute première fois sous la bannière WWE pour avoir son tout premier match contre Triple H. Et dans un combat qui va mêler de nombreuses histoires importantes du catch, le Stinger ne parvient pas à venir à bout du game et Triple H le cloue au sol avant de lui river les épaules pour détruire ce grand moment. Et pourtant, Sting ne comptait pas s'arrêter là. 4 mois plus tard, il est de retour dans l'entreprise et cette fois-ci, il vise gros. Il défie le champion du monde à un match lors de Night of Champions, et puisque ce dernier a également remporté le titre des États-Unis, ce qui le force à combattre à 2 reprises lors du pay-per-view, Sting a de grandes chances de marquer l'histoire en remportant son tout premier titre de champion du monde à la WWE. Le match commence alors que Rollins est déjà à bout de force et le champion se fait malmener par le nouveau venu. Pour son deuxième match seulement dans l'entreprise, Sting est en train de facilement malmener le champion du monde et il le passe à tabac sous l'ovation des fans. Rollins implore Sting de l'épargner et il réussit de nulle part à l'envoyer sur la table des commentateurs pour reprendre le dessus, mais son challenger résiste encore. À bout de force, Rollins le replace quand même dans le ring et il commence à dérouler son arsenal. Sting revient tant bien que mal, il s'élance sur son adversaire à l'extérieur et l'enchaîne de coups dans le coin, mais soudain il est surpris. Rollins le saisit pour une buckle bomb et il s'élance pour l'écraser dans le coin du ring. Et d'un coup, plus rien. Sting l'a senti. Sur cette powerbomb, quelque chose de grave s'est produit. Depuis la première qu'il avait subie dans le match, il sentait déjà des fourmillements dans ses bras, mais là c'est différent. Il ne sent plus ses jambes et il s'effondre sous le poids de son propre corps. Il tente d'aller puiser dans ses forces pour continuer le combat, mais alors qu'il se projette dans les cordes et esquive une corde à linge du champion, il chute à nouveau. Son corps ne peut plus continuer. Mais Sting, c'est une légende. Il veut absolument encore se battre. Il ne peut pas partir comme ça. Et alors que l'arbitre et un médecin s'occupent de lui et qu'il sent progressivement ses forces revenir, il prend une décision très importante. Il va finir ce match. De nulle part, il réussit à surprendre le champion avec son Scorpion Deathlock et il passe alors très proche de la victoire, mais alors qu'il tente une seconde fois cette prise de soumission, son adversaire le retourne et lui place un roll-up de nulle part pour lui river les épaules et conserver son titre de champion. De retour dans les vestiaires, Sting est rapidement emmené à l'hôpital et les médecins lui expliquent qu'il est atteint d'une sténose du canal vertébral, une pathologie qui dans ce combat, avec les coups qu'il a pris, aurait pu lui coûter sa mobilité et peut-être même sa vie. Ce soir-là, Sting l'a compris. Ce deuxième match à la WWE serait son dernier. Il devait pour de bon prendre sa retraite pour son propre bien. Mais alors, on peut se demander comment ce catcheur peut-il être autant respecté. Comment avec une carrière si courte à la WWE, Sting peut être considéré comme l'un des plus grands et pourquoi après seulement 2 matchs, il a déjà été intronisé dans le Hall of Fame de l'entreprise. Et tout ça d'ailleurs, c'est des questions qu'un fan qui le découvre au moment de Survivor Series est totalement en droit de se poser. Qui c'est cet homme et pourquoi est-ce qu'il est autant respecté par tout le monde? Et bien justement, pour le comprendre, il va falloir revenir 30 ans après son dernier combat pour retracer la carrière absolument historique de l'un des plus grands de tous les temps, l'icône Sting. Après avoir été athlète dans divers sports pendant toute sa jeunesse, Sting commence à s'intéresser au catch et il débute sous le nom de Flash en 1985 où il va commencer à faire équipe avec un certain Justice que peut-être certains d'entre vous ont déjà reconnu. Initialement présentés comme 2 catcheurs puissants qui débutent et qui veulent se faire un nom en équipe, les Freedom Fighters vont lutter pendant plusieurs mois sous ce nom à la CWA dans le Tennessee avant de partir pour la UWF, une promotion plus importante diffusée régulièrement sur la télé régionale dans l'Oklahoma.
Cette nouvelle opportunité, elle va pousser les deux catcheurs à changer de personnalité pour devenir les Blade Runner, une équipe un peu plus sombre et plus puissante qui s'inspire beaucoup de l'équipe des Road Warriors qui à l'époque avait beaucoup de succès. En fait, la volonté de Flash et Rock à cette époque, oui, parce qu'entre temps Justice il a changé, il est devenu Rock, mais enfin bon, bref, c'est juste de se faire remarquer par une très grande entreprise pour pourquoi pas finir par affronter les catcheurs qui justement les avaient inspirés pour leur style. Bon, malheureusement, je vous le dis tout de suite, cet affrontement n'aura jamais lieu et après avoir enchaîné les victoires à l'UWF, l'équipe se sépare puisqu'en 1986, le partenaire de Flash le quitte pour rejoindre le Texas et devenir quelques années plus tard l'Ultimate Warrior à la WWF. Cette séparation, même si elle peut être vue comme quelque chose de négatif, elle permet à Flash de changer de nom pour officiellement devenir Sting et se lancer en solo pour rapidement progresser dans la promotion. Avec ses peintures faciales, sa coupe de cheveux atypique, son style dans le ring particulièrement athlétique et sa capacité à résonner avec les fans lorsqu'il s'exprime au micro en laissant échapper sa joie et son excitation, Sting devient rapidement le favori des fans et il grimpe très vite dans la hiérarchie. Seulement, si la progression de Sting est importante, bien qu'elle soit évidemment inférieure à celle de son ancien partenaire qui a déjà rejoint de bien plus grandes scènes, c'est pas le seul à progresser. Alors qu'il enchaîne les victoires, qu'il devient champion par équipe, qu'il continue à gagner encore plus en popularité auprès des fans, l'entreprise pour laquelle il travaille est rachetée par la NWA, l'alliance des promotions de catch aux États-Unis qui est encore très puissante à l'époque, et ce rachat permet à Sting d'être diffusé sur la télévision nationale. Et donc, fini la popularité auprès des fans locaux. Sting était désormais exposé à tous, et ce qui lui avait permis d'être populaire auprès de quelques milliers de personnes lui permet de devenir une gigantesque star aux yeux de dizaines de milliers de fans. Présenté comme le véritable futur du catch, comme un jeune talent athlétique et prometteur, Sting continue à grandir en popularité et il développe déjà à l'époque son cri qui deviendra légendaire des années plus tard, et l'entreprise comprend alors très vite qu'il est important de miser sur lui. Après avoir remporté les titres par équipe avec Rick Steiner, avoir enchaîné les victoires contre des noms déjà établis et s'être progressivement hissé comme l'un des catcheurs les plus prometteurs de la NWA, il obtient une opportunité en or puisqu'après avoir affronté le champion Ric Flair dans plusieurs matchs non télévisés en fin d'année 87, il obtient l'honneur de l'affronter en main event du tout premier Clash of Champions de l'histoire en mars 88 pour le titre de champion NWA. Ce soir-là, le show est diffusé en même temps que WrestleMania 4, et si évidemment il fait une audience nettement plus faible, parce que la WWE est une bien plus grande promotion à l'époque, ce match va quand même permettre à Sting de passer à l'étape supérieure. Pendant un total de 45 minutes, les deux hommes s'affrontent dans un match qui est universellement acclamé et qui encore aujourd'hui est très cool à regarder, et après être arrivé au bout du temps imparti, les deux hommes n'arrivent pas à se départager, et Ric Flair conserve son titre grâce à un match nul. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, Ric Flair c'est vraiment le plus grand catcheur de la NWA. C'est le gars qui a marqué le catch dans les années 80, et le fait que Sting réussisse à le pousser à bout dans un excellent match de 45 minutes pour passer très proche de devenir champion, c'est vraiment gage d'un futur ultra prometteur. Évidemment, si ce match c'est celui qui a vraiment confirmé que Sting allait être une immense star, ça l'a pas tout de suite propulsé vers les sommets, puisqu'il remporte pas la ceinture immédiatement et il se dirige vers un petit run en équipe aux côtés de Lex Luger puis de Dusty Rhodes, pour enfin se confronter aux Road Warriors dont il s'était inspiré à ses débuts. Ce retour en équipe n'enlève rien à la popularité de Sting qui continue à grandir chaque semaine, et à l'époque on peut vraiment dire qu'il fait partie des catcheurs les plus populaires du monde, parce que même si la WWF est nettement plus mainstream que la NWA, l'alliance des promotions américaines reste quand même le deuxième plus grand acteur du catch américain. À cette époque, il faut comprendre qu'on n'est pas encore dans la Monday Night War, puisque la WCW n'existe pas encore officiellement telle qu'on la connaîtra, mais on peut clairement voir la NWA comme l'ancêtre de l'entreprise qui va mener la vie dure à la WWF pendant de nombreuses années, et donc le titre majeur de la NWA, ça reste un titre très important dans l'histoire du catch. Et pourtant, c'est pas directement vers ce titre que Sting va se diriger, puisqu'après avoir échoué contre Ric Flair en début d'année et avoir eu ce petit run en équipe, il se lance à la poursuite du titre des États-Unis détenu par Barry Windham, et s'il échoue dans un premier temps et que Windham finit par perdre la ceinture contre Lex Luger, Sting revient sur le devant de la scène en venant à bout du partenaire de Windham, un certain Mike Rotunda, pour devenir champion télévision. Cet événement qui arrive un an après son grand match contre Ric Flair offre à Sting son premier titre en solo, et alors que la World Championship Wrestling vient de rejoindre la NWA et que les deux sont plus ou moins déjà devenus une seule et même entité, Sting a l'occasion de défendre son titre là-bas de manière régulière. Le champion télévision va continuer à progresser et à gagner de plus en plus de soutien de la part des fans, ce qui le mène à défendre son titre contre le Great Muta lors du Great American Bash 1989 pour démarrer là encore une très grande rivalité. Cette rivalité va d'abord mener le titre télévision à être rendu vacant avant qu'il ne soit récupéré par le Great Muta dans un house show au mois de septembre, et Sting ne parviendra pas à le reprendre des mains de son rival. Mais justement, avec tout ça on approche de 1990 et du coup Sting va pouvoir enfin passer au niveau supérieur. Il a déjà montré de quoi il était capable. Il a assuré avec son run de champion, et puisqu'en plus il retrouve son ancien rival en fin d'année pour s'opposer à Terry Funk et au Great Muta, il va être temps pour lui d'enfin atteindre les sommets. Alors qu'il rejoint les Four Horsemen et qu'il vient finalement à bout de Ric Flair une fois de plus lors de Starrcade dans un tournoi qui lui offre un match de championnat,
Sting est définitivement prêt. Une fois de plus, il va avoir la chance de s'opposer à une légende du catch pour la ceinture de champion du monde NWA, et donc lors du Great American Bash 1990, Sting vient à bout du Nature Boy dans là encore un très bon match, pour remporter pour la toute première fois de sa carrière, le titre de champion NWA. Cet accomplissement marque donc la fin de la montée au sommet de Sting qui, après des années de loyauté à l'entreprise, obtient enfin le titre mondial, et avec le soutien de la totalité des fans dans un moment très important, tout ça lui permet de continuer sa carrière en tant que star numéro 1. Avec ce règne de champion, Sting continue de montrer qu'il est le nouveau visage de la NWA et donc de la WCW, et il défend son titre en pay-per-view contre divers catcheurs de l'époque, en plus de continuer sa rivalité contre les Four Horsemen qu'il a depuis quitté. Après avoir conservé son titre pendant environ 6 mois, Sting perd la ceinture contre son éternel rival puisque Flair réussit à lui reprendre lors d'un affrontement entre les deux, et puisque c'est à l'époque que la WCW lance son émission Worldwide pour devenir de plus en plus important, Sting repart dans d'autres histoires pour rester une figure majeure. Il part donc dans diverses rivalités, remportant notamment le titre des États-Unis de la WCW et s'établissant comme le plus grand représentant de l'entreprise et comme le véritable visage, et c'est finalement début 1992 qu'il remporte le titre majeur de la promotion en venant à bout de Lex Luger lors de Super Brawl 2 au mois de février. Et cette fois-ci, il faut bien comprendre qu'il n'était plus question d'être champion NWA. Le titre qu'il avait remporté, c'était celui de champion de la WCW, et à ce moment-là, l'entreprise continuait de grandir pour petit à petit devenir un véritable concurrent de la WWF. Et le fait qu'il soit champion, ça indiquait que Sting était l'un des représentants, si ce n'est le visage de cette nouvelle ère. Parce que même s'il perd le titre 5 mois plus tard au profit de Vader, il reste quand même très important et il se lance dans une longue rivalité avec lui en ayant des matchs très cool et mémorables qui permettront aux deux hommes d'échanger le titre pour donner à Sting son deuxième règne de champion du monde. Bon, ce règne sera très court et Sting partira ensuite s'attaquer à d'autres choses, notamment avec un run en équipe aux côtés de Davey Boy Smith, puis une victoire pour le titre international en 94, qui lui permet aussi de relancer sa rivalité avec Ric Flair et qui nous offrira une fois de plus un grand match lors de Clash of Champions 27 pour l'unification des ceintures. Malheureusement, Sting ne remporte pas ce match et Ric Flair reprend définitivement sa place de numéro 1 pour renvoyer son adversaire à d'autres histoires, qui lui permettront notamment de s'associer avec la légende du catch Hulk Hogan, qui venait à l'époque de rejoindre l'entreprise. Bon, avec tout ce que je vous ai dit là, plus le fait qu'il devient champion des États-Unis une fois de plus et qu'il a encore l'opportunité d'affronter Ric Flair dans le tout premier épisode de Monday Night Raw, je pense que vous comprenez un petit peu déjà pourquoi Sting est une aussi grande icône. En fait, Sting, c'est vraiment le mec qui a eu le parcours classique du catcheur et dont la loyauté et le talent ont été récompensés à leur juste valeur. Il est tout le temps resté aux côtés de la NWA et sa progression s'est faite de manière logique après avoir montré de quoi il était capable, et donc arrivé en 1995, il est clairement l'un des face, c'est-à-dire favoris du public, les plus populaires de la WCW. Seulement voilà, le Sting dont je vous parle depuis tout à l'heure, celui qui a été multiples fois champion, qui a gravi les échelons de la NWA pour atteindre les sommets et qui a eu une rivalité folle contre Ric Flair, bah c'est pas celui qu'on a vu débuter à Survivor Series. L'apparence est pas du tout la même, le style est radicalement opposé, enfin je veux dire, il y a absolument rien en commun entre ces deux personnages, c'est juste pas le même mec. Eh bien si. Si, on dirait pas, mais c'est totalement le même mec, et justement, pour comprendre comment Sting est passé d'un personnage haut en couleur à un mec si sombre et si mystérieux qui va être adoré des fans dans les quelques prochaines années, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Dans la deuxième moitié des années 90, les fans commencent à changer. Déjà, certains grandissent et le public passe donc d'un public d'enfants ou un public familial à un public d'adolescents et de jeunes adultes. Et donc ce changement, ajouté au contexte de l'époque, fait que les fans n'ont plus vraiment les mêmes attentes. Ils en ont marre des super-héros comme Hulk Hogan, qui sont toujours souriants et gentils et qui vous incitent à faire vos prières en prenant vos vitamines. Ils veulent des personnages plus sombres, plus nuancés et en fait juste plus réels. Et si à la WWF ce changement s'illustre avec l'arrivée de nouvelles stars comme The Rock ou Stone Cold Steve Austin, à la WCW c'est un changement un peu différent qui va s'opérer. Kevin Nash et Scott Hall débarquent dans la promotion et ils entrent dans des personnages très particuliers qui prétendent être envoyés par la WWF pour détruire la WCW de l'intérieur, dans ce qui est en fait les prémices de l'immense NWO. Et donc, pour s'opposer à cette nouvelle équipe, Sting va d'abord s'associer à Randy Savage et Lex Luger, et lui qui a déjà commencé à adapter un peu son style à la nouvelle ère en quittant ses tenues habituelles et ses cheveux blonds, s'apprête à subir un changement encore plus drastique. Alors qu'il est prévu pour affronter Nash et Hall à Bash at the Beach aux côtés de ses deux associés et que leurs adversaires attendent eux un troisième partenaire mystère, Sting est surpris par l'arrivée de Hulk Hogan qui tourne le dos aux fans dans l'un des moments les plus importants de l'époque pour rejoindre les Outsiders et fonder la NWO. Et ce moment, il est ultra important. Hogan, il était censé ne jamais tourner le dos aux fans. C'était le favori ultime, le gentil par excellence, le super-héros qui ne pouvait pas être méchant. Et pourtant, il venait là de renier tout ce qui faisait son personnage jusqu'à présent en formant la NWO pour devenir le principal méchant de la WCW. Et du coup, ce changement est tellement inattendu qu'à l'époque, les fans s'attendent à tout. Et à l'époque, Sting, qui a déjà commencé à devenir de plus en plus sombre, est clairement pressenti pour aller rejoindre Hogan et compagnie. Et pourtant, vous allez voir que ce changement ne va jamais s'opérer.
Sting va rester fidèle à lui-même et il va d'ailleurs en vouloir aux fans de l'avoir soupçonné de rejoindre petit à petit la NWO, ce qui va officiellement le lancer dans une période absolument exceptionnelle. Au lendemain de Fall Brawl où son équipe représentant la WCW perd contre la NWO, il sort une excellente promo dans laquelle il annonce qu'après avoir tout donné pour la WCW, il est maintenant agent libre et ne choisit aucun camp entre celui de la WCW et celui de la NWO. Avec ça, il laisse donc encore planer le doute sur ses réelles intentions et il annonce qu'à partir de maintenant, il se contentera d'apparaître de temps en temps, quand le public s'y attend le moins. Et cette promesse, Sting va vraiment la tenir. En fait, à ce moment-là, il a vraiment compris qu'il devait changer de personnage. Et donc, même s'il va lutter encore pendant quelques temps au Japon, il ne combat pas pendant de très nombreux mois à la WCW et il transforme définitivement son personnage pour devenir celui qu'on connaît tous aujourd'hui. Terminé les peintures colorées et les vêtements à motifs multiples, Sting s'inspire du personnage principal du film The Crow et de l'Undertaker suite au conseil bien réel de Scott Hall pour devenir l'un des personnages les plus intrigants de la WCW. Comme dit, Sting n'apparaît pas dans le ring avant de très nombreux mois et lorsqu'il fait enfin son retour pour se confronter aux Steiner Brothers, il ne combat jamais réellement. En fait, ce qui est ultra impressionnant avec Sting, c'est que sa période la plus populaire, la plus connue et celle pendant laquelle il va vraiment atteindre les sommets, c'est une période dans laquelle il combat pas du tout. Il se contente de venir régulièrement dans les gradins ou dans le ring, en arrivant toujours de manière très spéciale, et il reste toujours très silencieux et mystérieux, se contentant de refuser de rejoindre la NWO malgré leur tentative de le recruter, et apparaissant régulièrement pour tester la loyauté des catcheurs du roster envers la WCW. Et justement, cette période très importante pour la WCW va permettre à l'entreprise de battre la WWF dans la guerre aux audiences de l'époque, et la présence régulière de Sting en tant que grand opposant de la NWO, c'est clairement l'un des facteurs qui a donné l'avantage aux concurrents de Vince McMahon. Avoir un groupe qui abuse de son pouvoir et qui se place comme les principaux méchants, c'est très bien, et la NWO avait ce côté cool qui plaisait vraiment aux fans. Mais bien sûr, une telle chose ne peut pas marcher aussi bien sans un représentant face qui se dresse contre ceux qui veulent détruire la WCW. Et donc, grâce à la présence de Sting et sa lutte contre la NWO, l'entreprise arrive à raconter une histoire ultra intéressante qui occupe la majorité de son temps d'antenne, et qui réussit à lui donner l'avantage sur son concurrent pendant de nombreux mois. Seulement voilà, c'était bien beau d'avoir Sting qui apparaît régulièrement dans les gradins, dans les vestiaires ou même qui descend dans le ring avec son harnais, il allait bien falloir qu'il finisse par combattre. Parce que oui, avec Hulk Hogan, champion de la WCW et la NWO au sommet de sa puissance, il fallait vraiment faire quelque chose pour stopper tout ça. Et donc, après avoir régulièrement attaqué les membres de la NWO et avoir refusé de nombreuses propositions de contrat pour des matchs contre divers catcheurs du clan, Sting met ses intentions au clair et annonce qu'il ne veut affronter qu'un seul homme, Hulk Hogan. Et donc vous vous en doutez, ce match ça va rapidement devenir l'un des plus attendus de l'époque. Si en face à la WWF on a la montée en puissance de Stone Cold Steve Austin et le grand moment du Montreal Screwjob avec la grande rivalité qui oppose Shawn Michaels à Bret Hart, on n'a en fait pas d'immenses rivalités qui peuvent mener à un match aussi attendu que celui-là. On n'est pas encore dans la grande histoire entre The Rock et Stone Cold parce que celle-ci se contente de monter progressivement pour aboutir des mois plus tard, et du coup forcément la WCW a un avantage de taille. Et donc là, il fallait pas se rater. Hulk Hogan, le représentant de la NWO contre Sting, le représentant de la WCW lors de Starrcade 1997 devait absolument être un classique, et les fans devaient repartir heureux pour assurer l'avenir de l'entreprise. Et malheureusement, c'est là qu'on arrive dans une période compliquée. Et oui, beaucoup le savent, mais l'histoire de la WCW, elle ne finit pas bien. Même s'ils ont l'avantage sur leurs concurrents pendant de nombreux mois, c'est bien eux qui vont finir par perdre la guerre 3 ans plus tard, et leur chute commence en fait dès cette époque. Si Sting n'avait pas combattu depuis près d'1 an, il se sentait quand même prêt. Et en soi, un match entre ces deux catcheurs, il était surtout important pour l'histoire racontée, donc il n'y avait pas vraiment de raison de s'en faire. Seulement, en réalité si. En fait, à l'époque, Hulk Hogan a un immense pouvoir à la WCW, autant aux écrans que dans la vraie vie, et donc il va profiter grandement de cet avantage pour obtenir une fin de match qui lui convient. Parce que c'est pas un secret, mais Hulk Hogan, il aime pas trop perdre. À cette époque, il est convaincu qu'il doit rester très fort même dans la défaite, et ce match pour moi ça en est l'illustration parfaite. Alors que les fans s'attendaient à quelque chose d'immense, le match met longtemps à vraiment se lancer et Hogan finit par prendre le contrôle, fuyant lorsqu'il se sent en danger et combattant dans un match clairement pas incroyable, pour finir par clouer Sting au sol de nulle part avec sa descente de la cuisse et remporter le match. Enfin, remporter le match, pas vraiment. Parce que oui, c'est là que l'histoire se complique et qu'elle rend ce match encore plus bizarre qu'il ne l'était déjà. Alors que l'arbitre a compté 3 et qu'on s'attend à entendre la cloche sonner, Bret Hart qui venait de rejoindre la WCW apparaît aux côtés de l'officiel en charge de sonner la cloche et l'empêche de faire son travail. Le Hitman prend le micro et s'exprime pour expliquer son action en disant que l'arbitre a fait un compte trop rapide avant de s'en prendre à lui et de remettre Hulk Hogan au milieu du ring face à Sting. Dans ce bordel général, le challenger réussit à en profiter sous l'ovation des fans qui comprennent pas trop ce qui se passe, et après s'être débarrassé des divers membres de la NWO, Sting fait abandonner Hogan et devient alors champion de la WCW. Alors, raconté comme ça, l'histoire elle paraît très cool, ça pourrait être quelque chose de très sympa et avec la description que j'en ai fait, ça paraît parfait, mais en fait, il y a un immense problème. À la limite, l'idée d'avoir un arbitre vendu qui travaille avec la NWO pour aider Hogan à gagner, c'est pas déconnant. Et voir Bret Hart en tant qu'opposant de tout ça après avoir subi le screwjob à la WWF, c'est aussi une bonne idée, surtout si ça permet à Sting de gagner le match. Sauf que, encore une fois, et comme très souvent avec Hulk Hogan, il y a deux côtés à cette histoire.
Initialement, l'arbitre Nick Patrick était bel et bien censé compter rapidement pour rendre la fin du match un peu controversée. Sauf que, d'après de nombreuses rumeurs, il aurait eu une discussion bien réelle avec Hogan, dont on connaît pas vraiment les détails, je sais pas s'il y a eu de l'argent en jeu ou pas, mais l'arbitre a finalement effectué un compte normal, et donc la fin de ce combat n'a strictement aucun sens. Sting passe pour un catcheur faible qui a réellement été couvert après la descente de la cuisse, Bret Hart passe un peu pour un con parce qu'il parle d'un compte rapide alors que le compte est tout à fait normal, et même si sur le moment les fans ne le remarquent pas et sont plutôt heureux, ce match et cette fin ont donné un goût amer à cette rivalité. Et pourtant, tout était aligné pour offrir au public le plus grand match de l'histoire de la WCW. Ils avaient d'un côté le heel parfait en la présence de Hogan et de l'autre l'opposant idéal à l'autorité avec Sting, mais malheureusement ce match restera à jamais l'un des plus décevants de l'histoire, et si au moment où il a commencé c'était un match de rêve, il s'est rapidement transformé en véritable cauchemar. Bon, en vrai j'abuse un peu, parce que bien sûr c'est facile de dire ça aujourd'hui quand on connaît l'avenir de la WCW, mais à l'époque, mine de rien, Sting est quand même au sommet du monde avec le titre de champion, et ça c'est pas rien. Alors oui, cette petite période elle va pas durer bien longtemps parce que le titre sera rendu vacant suite à un nouveau finish controversé au lendemain de Starrcade, mais Sting finira quand même par reprendre le titre pour de bon 2 mois plus tard lors de Super Brawl 8. Ce nouveau règne de Sting va donc pouvoir durer quelques mois avec des défenses contre les divers membres de la NWO jusqu'à ce qu'il finisse par perdre la ceinture au mois d'avril au profit de Randy Savage, pour ensuite rejoindre une incarnation de la NWO 2 mois plus tard dans une histoire qui traînait un peu en longueur. Parce que oui, la NWO qui avait pourtant tout perdu alors que Sting avait battu Hogan à 2 reprises entre fin 97 et début 98 était non seulement toujours vivante, mais l'histoire continue à se développer avec l'arrivée de la NWO Wolfpack que Sting rejoint justement pour remporter les titres par équipe. Avec ça, Sting change d'apparence pendant quelques temps avec un nouveau maquillage rouge pour se lancer en rivalité contre la NWO de Hulk Hogan, ce qui lui permet donc de rester face, c'est-à-dire apprécié par les fans. Cette période va quand même durer un bon moment, et honnêtement de ce que j'en ai vu, c'est clairement pas la meilleure de la carrière de Sting, mais heureusement il finit par s'en sortir après une rivalité contre Bret Hart fin 1998 qui va l'éloigner des rings et lui permettre de faire son retour avec son ancien personnage. Il revient donc début 1999 et s'éloigne de toute histoire avec la NWO pour se lancer à la poursuite du titre de champion WCW qu'il remporte encore en battant DDP, le perdant quelques minutes plus tard à peine avant de le remporter une dernière fois au mois de septembre en venant une fois de plus à bout de Hulk Hogan. À la même époque, Sting va tenter d'effectuer un heel turn, ce qui va pas du tout fonctionner parce que son côté cool et sa complicité avec les fans étaient bien trop présents pour forcer ces derniers à le huer, et avec tout ça, on sent clairement qu'on est dans une période bien difficile. Parce que oui, vous le savez peut-être, et je retracerai un jour l'intégralité de cette histoire sur la chaîne, mais arrivé fin 99, début 2000, la WCW n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a pour de bon perdu la guerre des audiences contre la WWF, ses histoires principales se sont essoufflées et l'entreprise est en grande difficulté, donc même si Sting continue d'apparaître régulièrement et qu'il est toujours l'une des figures marquantes de l'entreprise, il semble malheureusement être le capitaine d'un bateau qui est petit à petit en train de couler. Il défend quand même son titre régulièrement à l'époque dans des matchs aux résultats insensés, comme lors de Halloween Havoc 99, et il finit d'ailleurs par se faire retirer le titre après avoir attaqué un arbitre, ce qui l'éloigne de la ceinture majeure de l'entreprise, et lui permet quelques jours plus tard de faire un nouveau face turn pour revenir du côté des fans. Après cet échec en tant que heel, Sting ne va plus faire grand chose, il se lance dans une rivalité contre Vampiro, Jeff Jarrett et Scott Steiner dans des histoires qui se dérouleront dans les derniers instants de vie de l'entreprise, puisqu'après avoir affronté divers membres du roster lors des émissions hebdomadaires de la WCW, Sting disparaît des écrans et ne reviendra qu'en mars 2001 pour le dernier Nitro de l'histoire, en venant à bout de Ric Flair en mémoire de leur rivalité passée. Et oui, vous le savez sûrement, si je parle de dernier Nitro de l'histoire, c'est pas pour rien, c'est parce que la WCW à l'époque ferme ses portes pour de bon et elle est rachetée par la WWF, et si de nombreux catcheurs font rapidement la transition vers la plus grande entreprise de catch aux États-Unis, Sting lui ne réussit pas à trouver un accord et il s'éloigne alors des rings pendant de nombreux mois. Et d'ailleurs avec tout ça, la fermeture de la WCW aurait clairement pu mener à une fin de carrière pour Sting. Sans contrat et après avoir quasiment tout accompli et avoir vraiment été l'icône et l'une des stars principales de la deuxième plus grande promotion de catch au monde, il aurait très bien pu décider qu'il avait fait le tour et que le catch était derrière lui. En plus, à ce moment-là, il a déjà 43 ans et honnêtement, ça aurait pas été choquant de le voir profiter de sa popularité pour se diriger vers le cinéma ou vers d'autres projets. Et pourtant, c'est pas du tout ce qui va se passer. Parce que si à ce moment-là, Sting n'a toujours pas mis le moindre pied à la WWE et qu'il est pourtant l'un des plus grands noms du catch, il va continuer à faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire rejoindre la promotion qui tente de se faire un nom et de progresser pour concurrencer la WWE, la TNA. Et oui, je dis TNA et je vous emmerde. Alors, on peut voir ça comme on le veut, mais la principale raison pour laquelle Sting n'a jamais rejoint la WWE à l'époque, que ce soit dans les années 90 ou après la mort de la WCW, c'est tout simplement parce qu'il souhaitait être proche de sa famille.
En étant une immense star à la WCW ou même plus tard à la TNA, il pouvait totalement se permettre d'être auprès des siens et il pouvait plutôt bien gérer ses voyages pour ne pas être constamment absent. Et ça pour moi franchement c'est quelque chose qui force le respect. Parce que c'est sûr que s'il était venu à la WWE, il aurait certainement eu plus d'argent et même peut-être plus de popularité, mais il aurait aussi dû faire ses preuves auprès des officiels, ce qui forcément l'aurait mené à être un peu plus loin de sa famille. Et donc avec tout ça, il va pouvoir débuter à la TNA au mois de juin 2003, après avoir fait son retour dans une petite promotion de l'époque quelques temps plus tôt, et si ses débuts dans l'entreprise ne durent à la base que quelques mois avec 4 matchs entre juin et décembre 2003, il s'apprêtait en fait à se lancer à plein temps dans un nouveau run. C'est donc lors de Turning Point 2005 qu'une vignette annonce son retour officiel dans l'entreprise, et début 2006, Sting fait son retour pour cette fois-ci signer un contrat de plusieurs années qui va le mener à se lancer dans une immense rivalité contre Jeff Jarrett. Après des mois d'attente avec des rumeurs d'une retraite, Sting obtient enfin un match pour le titre de champion NWA qui était à l'époque défendu à la TNA, et s'il perd sa première opportunité lors de Hard Justice 2006 suite à une attaque de son allié Christian Cage, il finit par mettre sa carrière en jeu 2 mois plus tard lors de Bound for Glory pour finalement battre son rival et redevenir champion NWA. Bon, son règne évidemment il va pas durer bien longtemps puisque dès le mois de novembre il perd la ceinture contre Abyss et malgré ses nombreuses tentatives de la récupérer en se confrontant notamment à Christian Cage, Sting ne revient pas tout de suite sur le devant de la scène et part donc s'attaquer à d'autres histoires. Mine de rien avec tout ça, Sting ça reste l'une des figures majeures de la TNA et il continue de le montrer pendant l'année 2007 où il a de nombreux bons matchs autour de la ceinture contre des noms comme Christian Cage, Kurt Angle, AJ Styles ou encore Abyss, et sa présence reste très importante pour l'entreprise qui profite de son star power pour progresser rapidement. En plus à ce moment là on est à l'âge d'or de la TNA qui profite d'avoir des catcheurs comme Sting pour mettre en avant de nouvelles stars comme AJ Styles ou Samoa Joe qui fonctionnent à merveille, et même s'il n'enchaîne pas les victoires et qu'il ne se rapproche pas du titre TNA avant un bon moment, ça reste quand même une période très cool de sa carrière. Pendant l'été 2007, il va surtout participer à des matchs par équipe et il lutte franchement beaucoup comparé à la période qu'il a rendu populaire à la WCW, ce qui va justement le mener en fin d'année à se confronter encore à Kurt Angle pour remporter le titre TNA pour la toute première fois avant de le perdre 2 jours plus tard contre l'ancien champion. Ce règne, même s'il est très court, il permet à Sting d'ajouter quelque chose d'important à son palmarès puisqu'il remporte officiellement la ceinture de l'entreprise et non le titre NWA qu'il avait déjà remporté quelques années plus tôt. Avec tout ça, Sting va un petit peu s'éloigner des rings sur la fin de l'année et il revient début 2008 pour se lancer dans diverses histoires, notamment par équipe encore une fois, et finalement, en fin d'année, l'icône de la WCW trouve un moyen de se réinventer en effectuant un heel turn, son premier depuis près de 10 ans, qui le mène à remporter le titre TNA une seconde fois. Même si initialement Sting continue à recevoir le soutien des fans et que son changement n'est pas complètement officiel, il réussit définitivement à se placer du côté des méchants au mois d'octobre, en rejoignant la Main Event Mafia. Le principe de ce groupe, si vous le connaissez pas, il y a beaucoup de vidéos qui le retracent sur YouTube, et d'ailleurs c'est en partie grâce à ça que j'ai pu écrire cette vidéo. Il est très sympa et je trouve que Sting il se mêle très bien à cette histoire. En fait, Booker T, Kurt Angle, Kevin Nash, Scott Steiner et donc Sting s'associent pour s'opposer à la nouvelle génération de la TNA dont j'ai parlé tout à l'heure, en prétendant qu'ils ne respectent pas assez les légendes du catch que sont la Main Event Mafia. Ils vont donc pendant des semaines essayer de maintenir les jeunes stars hors des scènes de Main Event, justement en se moquant d'eux et en essayant de garder leur place au sommet absolument coûte que coûte. Honnêtement, l'idée je la trouve très cool et comme j'ai dit, ça fonctionnait très bien avec les stars montantes comme AJ Styles et compagnie, et en plus ça a vraiment montré que Sting avait clairement le potentiel d'être aussi bon en heel qu'en face. La rivalité entre le groupe des jeunes et celui de la Main Event Mafia va donc mener à plusieurs matchs entre les deux équipes que le clan de Sting va remporter majoritairement, avec notamment un excellent match entre lui et AJ Styles lors de Turning Point 2008 qui lui permet encore de conserver sa ceinture. À cette grande histoire vont venir se mêler de nombreux autres grands noms du catch comme les Dudley Boyz ou Rhino qui vient à bout de Sting en fin d'année mais qui parvient pas à lui prendre le titre début 2009, et la légende de la WCW peut alors continuer son parcours avec ce run très cool dans lequel il conserve son titre pendant de très nombreux mois. Bon, avec tout ça, même si on voit que la Main Event Mafia domine totalement la TNA, on sent quand même que Sting il est pas totalement sur la même longueur d'onde que les autres, ce qui va justement le pousser à avoir quelques tensions avec Kurt Angle qui finit par faire craquer les deux hommes et qui les relance dans une rivalité très intense. Bon, quand même, malgré ces tensions, Sting il reste dans la Main Event Mafia, puisqu'officiellement il a rien contre les autres membres et il arrive juste pas à s'entendre avec Angle, mais petit à petit les tensions deviennent trop importantes et Sting finit par perdre son titre contre Mick Foley au mois d'avril. Tout ça mène d'abord le Stinger à obtenir la place de leader de la mafia en remportant un Fatal 4-Way à Sacrifice, et même si sa présence au sommet du groupe est très cool, elle va pas durer longtemps puisqu'il finit par en être exclu au mois de juin pour se lancer quelque temps en rivalité avec ses anciens associés. Après tout ça, Sting continue quand même d'être un catcheur très important dans l'entreprise puisqu'il obtient un match de championnat contre le nouveau champion AJ Styles lors de Bound for Glory, et les deux nous sortent un classique qui permet à Sting de montrer les premiers signes d'un personnage face en remerciant la foule et en leur disant qu'il ne souhaite pas prendre sa retraite au vu de leur réaction, mais ce qui lui permet aussi et
et surtout de prendre de nombreux mois de pause. A son retour début 2010, Sting est finalement toujours heel et il s'en prend notamment à Hulk Hogan, qui entre-temps était arrivé à la TNA, avant de se lancer dans une rivalité contre divers catcheurs de l'époque, notamment le roi Rob Van Dam, qui lui aussi fait ses débuts à l'époque. Il reprend alors sa rivalité avec Jeff Jarrett, qui lui avait permis de débuter dans l'entreprise, et il fait un petit retour sous son personnage de la NWO aux côtés de Kevin Nash, et finalement, dans un double turn lors de Bound for Glory, il revient du côté des favoris des fans pour s'opposer à Immortal, le nouveau groupe de Hulk Hogan. Avec ça, Sting prend quand même une petite pause, ce qui montre encore ce qu'on a vu à l'époque de la WCW, c'est-à-dire qu'il va plutôt chercher à passer du temps avec sa famille plutôt qu'à tenter corps et âme de devenir le numéro 1, et vous allez voir que c'est clairement à l'image de sa carrière. En fait, ça peut paraître bête de dire ça, mais c'est vrai et tous ses collègues le disent, Sting c'est juste un bon gars. C'est presque un mec qui réalise pas à quel point c'est une légende, et en même temps il s'est presque retrouvé à cette place malgré lui, dans le sens où déjà il devient le visage de la WCW en remportant de nombreux matchs et en luttant régulièrement, mais il devient finalement une véritable icône dans un personnage avec lequel il ne combat quasiment jamais. Et donc avec tout ça, Sting finit par faire son retour début 2011 pour se lancer à la poursuite du titre de la TNA et le remporter dès son premier match contre Jeff Hardy, avant de le défendre dans cet horrible match lors de Victory Road 2011 auquel j'ai déjà dédié une vidéo. Alors c'est sûr que le moment il entache aussi un petit peu le règne de Sting entre guillemets, parce qu'il est obligé d'affronter un catcheur qui est clairement pas en état et on sent qu'il y a une grande frustration chez lui, mais malgré tout il continue quand même à défendre sa ceinture après ça en affrontant des noms comme Rob Van Dam, Matt Hardy ou Mr. Anderson, avant de justement perdre la ceinture contre ce dernier lors de Slammiversary 9. Bon, le règne d'Anderson il sera pas non plus bien long parce que Sting va réussir à obtenir une revanche grâce à Hulk Hogan en l'attaquant de manière étrange. Il récupère le titre en débarrant un tout nouveau personnage inspiré de celui du Joker. Et d'ailleurs je trouve que cette version Joker de Sting qui était un peu malsaine et bizarre, elle fonctionnait ultra bien à la TNA. Et en plus ça permet à la légende d'encore se réinventer pour proposer des segments que je trouve franchement très cool. Et finalement, après avoir perdu le titre lors de Hardcore Justice au profit de Kurt Angle, le Joker Sting continue sa rivalité avec Hulk Hogan et ses associés de Immortal, jusqu'à ce que Ric Flair fasse son arrivée à la TNA et se confronte à lui une fois de plus, lors de l'épisode du 15 septembre 2011. Une victoire contre son rival historique lui permet d'obtenir un mois plus tard un match contre Hulk Hogan qu'il remporte également pour définitivement retirer le pouvoir à Immortal et permettre au Hulkster de rejoindre le côté des gentils en s'opposant à ses anciens alliés. Avec tout ça, Sting quitte un petit peu les rings et il se retrouve quelque temps à une place d'officiel avant d'apparaître en début d'année 2012 dans un match par équipe aux côtés de James Storm. La légende qui n'avait maintenant plus rien à prouver continue quand même d'apparaître chaque semaine dans le programme de la TNA et même si à l'époque l'entreprise souffre un petit peu notamment à cause de décisions créatives douteuses, Sting reste quand même l'une de ses figures majeures, ce qui lui vaut d'être intronisé dans le Hall of Fame de la TNA au mois de juin. Après cette intronisation, il va s'absenter des rings pendant encore quelques mois avant de revenir en octobre pour lutter régulièrement jusqu'en 2013 où après s'être associé avec Bully Ray pour s'opposer au groupe Aces and Eights, Sting découvre que le nouveau champion TNA était en fait le leader caché du clan, ce qui le mène à l'affronter pour la ceinture lors de Slammiversary 11, dans un match qu'il perdra malheureusement suite à de nombreuses interventions. Cette défaite a une valeur d'autant plus grande qu'elle retire définitivement Sting de la course au titre TNA et il décide alors de reformer une nouvelle incarnation de la Main Event Mafia pour s'opposer au groupe de Bully Ray, dans lequel il sera rejoint par nul autre que l'un de ses anciens rivaux, AJ Styles. Avec ça, Sting se débarrasse de ses ennemis avant de se lancer dans une histoire avec Magnus, que vous reconnaissez peut-être si vous regardez SmackDown en 2024, puis de s'opposer une fois de plus à la direction de la TNA pour mener à son dernier match. Après avoir accepté de mettre sa carrière en jeu contre le tout nouveau champion Magnus pour tenter une dernière fois de reprendre la ceinture, Sting perd le match suite à de nombreuses interventions, et ce qui était son dernier match pour l'entreprise au vu de la stipulation, s'avérera également être son réel dernier match pour la TNA, puisque son contrat expire à l'époque et qu'il se dirige vers de nouvelles choses. Et oui, vous l'aurez compris, à ce moment-là, on est au mois de janvier 2014, et quelques temps plus tard, au mois de juillet, Sting apparaît pour la première fois dans une vignette de la WWE pour teaser le jeu WWE 2K15, dans lequel il est un personnage exclusif de précommande, ce qui laisse présager de grandes choses pour le Stinger. Parce que oui, autant Sting avait déjà été mentionné à la WWE, notamment grâce au documentaire sur le WWE Network, mais là il était vraiment plus proche que jamais d'intégrer l'entreprise. Ok, il était seulement un personnage jouable dans le jeu, et son contrat n'était pour l'instant qu'avec 2K et pas avec la WWE, mais on était quand même très nombreux à se douter que le jour de son arrivée était certainement très proche. Et justement, c'est comme ça qu'on a ouvert la vidéo, donc cette partie du run de Sting, j'en ai déjà parlé, il arrive au Survivor Series 2014 dans un moment absolument fou et qui a vraiment marqué l'histoire de la WWE. Il s'oppose à l'autorité et à Triple H pour se retrouver face à lui à WrestleMania 31, et alors qu'il avait pour objectif de participer à au moins un WrestleMania dans sa vie et que la WWE avait tout intérêt à lui donner la victoire, Triple H le bat dans un match certes historique, mais qui rétrospectivement n'a que très peu de sens. Parce que oui, ok, Sting est le représentant de la WCW, tout comme la NWO. Mais justement, l'histoire de Sting, c'est vraiment qu'il s'est toujours opposé à ce groupe. Donc le fait de recevoir leur aide ce soir-là, c'était vraiment juste pour donner un moment important avec la DX contre la NWO dans le même ring. Et ok, l'image elle est belle, mais malheureusement elle est pas hyper logique. Mais bon, à la limite ça, pour moi, c'est pas le plus grand problème.
Le fait de faire perdre Sting, par contre, je trouve clairement que c'était une erreur. Triple H n'avait pour moi absolument pas besoin d'une telle victoire. Et on sent que c'était presque plus un moyen pour la WWE d'une dernière fois tirée sur une WCW qui était morte depuis près de 15 ans plutôt que donner un vrai grand moment à une légende du catch. Et alors oui, je sais que certains estiment que finalement la défaite en soi elle a pas tant posé problème, c'est surtout le fait que sa carrière s'arrête très peu de temps après, mais je reste convaincu que la défaite de Sting à WrestleMania 31 c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Avec tout ça, Sting n'apparaît que très rarement à la WWE et il fait son retour dans un moment que j'avais beaucoup aimé avec la statue de Seth Rollins qui est révélée par l'autorité et qui en fait s'avère être Sting, pour finalement avoir un premier match par équipe aux côtés de John Cena, le visage de la WWE, et enfin avoir ce fameux match contre Seth Rollins dont j'ai parlé en début de vidéo, qui s'avérera être son dernier. Enfin, ça encore une fois, c'était ce qu'on pensait à l'époque. Parce que si Sting souffre d'une sténose du canal vertébral, une blessure importante qui a coûté sa carrière à Edge quelques années plus tôt, il faut savoir d'une part que cette blessure est causée par des années de souffrance dans le ring, et donc pas directement par la prise portée par Seth Rollins, mais surtout que Sting avait encore de l'espoir. En début d'année 2016, il est annoncé comme membre du Hall of Fame de la WWE et lors de son speech d'acceptation au mois d'avril, il annonce qu'il prend sa retraite, mais il laisse sous-entendre qu'un retour n'est pas tout à fait exclu en répétant cette phrase qui a marqué sa carrière. La seule chose qui est certaine avec Sting, c'est que rien n'est certain. Et justement, si la carrière de Sting est remplie d'accomplissements en tout genre, il y avait encore une chose qu'il n'avait pas accomplie. Après avoir lutté partout dans le monde dans les plus grandes entreprises, avoir remporté de nombreux titres et avoir combattu de nombreux adversaires, dont certains qui étaient des icônes de la WWF comme Hulk Hogan, il restait un homme que Sting n'avait jamais croisé. Un homme qui à l'époque où Sting prend sa retraite est en fin de carrière mais qui est encore un petit peu actif, et un homme que tous les fans voulaient voir dans le ring contre l'icône du catch, l'Undertaker. Sting tente alors à plusieurs reprises entre 2016 et 2020 d'avoir un nouveau match, et notamment un contre le Deadman, et il insiste en particulier lors de la pandémie en essayant d'avoir un match cinématique contre lui, ce qui permettrait aux deux hommes de cacher leurs lacunes en ayant un type de match très spécial. Mais malheureusement, les souhaits du Stinger ne se réaliseront absolument jamais, et il quittera finalement la WWE en 2020, après avoir été sous contrat pendant 5 ans. Avec tout ça, on peut se dire que Sting avait tout fait et qu'il aurait totalement pu prendre une vraie retraite bien méritée pour s'attaquer à d'autres projets, mais dans les faits, la légende n'en avait toujours pas fini avec le catch. Même si aux yeux de tous les fans, il avait tout accompli, sa carrière ne s'était pas terminée selon ses propres termes, et ça c'était quelque chose qu'il devait corriger. Et donc au mois de décembre 2020, le légendaire Sting fait ses débuts à l'AEW en venant en aide à Cody Rhodes et à Darby Allin, avant de s'associer avec ce dernier un mois plus tard pour avoir son premier match depuis sa blessure plus de 5 ans plus tôt. Avec ça, Sting sort officiellement de sa retraite, même si ce match est un combat cinématique, donc pas en direct avec le public, mais il se lance après ça dans un vrai run par équipe aux côtés de Darby Allin, dans lequel il aura l'occasion d'avoir de vrais matchs pour reprendre pour de bon sa carrière dans le ring. Alors, bien sûr, ce run en équipe lui permet de se protéger, et il combat pas non plus chaque semaine, mais déjà il fait quand même beaucoup de folie pour son âge, et il apparaît quand même régulièrement pour combattre, mais aussi pour accompagner Darby Allin au ring, gardant alors ce rôle de présence inquiétante qu'il avait à la WCW, et utilisant les dernières années de sa carrière pour mettre en avant la nouvelle génération. Tout ça permet donc à Sting de terminer sa carrière selon sa propre volonté, ayant notamment un match aux côtés du Great Muta pour le dernier match de celui-ci et ressortant en mi-2023 le personnage du Joker, avant de lui-même pouvoir terminer sa carrière un an plus tard après avoir remporté les titres par équipe avec Darby Allin. C'est donc lors de AEW Revolution 2024 au mois de mars de cette année que Sting a participé à son dernier combat pour défendre avec succès les titres par équipe aux côtés de son partenaire contre les Young Bucks, au terme d'un match absolument fou dans lequel Sting va recevoir l'aide de ses deux fils dans un moment très important et significatif, qui lui permet de prendre pour de bon une retraite amplement méritée. En plus, avec cette victoire, Sting a choqué tout le monde, enfin en tout cas il m'a choqué personnellement parce que je m'attendais vraiment à le voir partir sur une défaite, et c'est donc finalement en tant que champion par équipe qu'il peut définitivement quitter les rings et s'occuper de sa vie personnelle. C'est donc avec une carrière historique à la WCW, la TNA, la WWE et l'AEW, les 4 principales promotions de catch de ces 40 dernières années, que Sting est reconnu par tous ses pairs comme l'un des plus grands de tous les temps, et après une retraite prématurée dans des conditions particulières en 2015 après un passage très court à la WWE, c'est un véritable plaisir de savoir qu'il a pu remonter sur les rings pour prendre sa retraite comme il le voulait, dans un moment très important. Sting, c'est donc objectivement l'un des personnages les plus intéressants de l'histoire du catch, un homme qui a réussi à se réinventer et à devenir une icône à la WCW, entreprise à laquelle il est resté fidèle malgré l'appel de la WWE qui aurait pu lui donner une carrière peut-être plus importante. Et même si son histoire est semée d'embûches avec bien sûr des hauts et des bas dans les diverses entreprises dans lesquelles il a été, la chute de la WCW et un run décevant à la WWE qui n'a pas pu mener à un match de rêve contre l'Undertaker, Sting a quand même l'une des plus grandes carrières de l'histoire du catch, et on est obligé de reconnaître que son titre d'icône n'est absolument pas
volé. Voilà, c'est tout pour la carrière de Sting. Je sais que vous étiez très nombreux à attendre cette vidéo, vous l'aviez beaucoup demandé et j'ai mis beaucoup de temps à la sortir. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des points particuliers que vous voulez que j'aborde en détail dans d'autres vidéos. Et sur ce, moi je vous attends sur tous mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas surtout à me suivre sur Twitch, c'est là où vous avez le plus d'infos. Et sachant que là, je vais pas vous mentir, avec toutes les grosses vidéos que j'ai sorties ces derniers temps, je commence un petit peu à fatiguer, donc je vais prendre des vacances fin juin et c'est sur Twitch que je vous en parle. Donc je vous attends là-bas. Et sur ce, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.